Il y a plus d'un siècle, le Titanic a heurté un iceberg et a coulé au fond de l'océan Atlantique. Sur les 2240 personnes à bord, seuls 700 environ ont survécu. Depuis, la tragédie a fait l'objet d'une infinité de films, de documentaires et de livres. Et bien que nous ayons appris beaucoup de choses sur le navire et de nombreuses personnes qui se trouvaient à bord, nous ne savons presque rien de l'iceberg responsable de la catastrophe, notamment concernant sa taille. Mais peut-être pouvons-nous trouver quelques indices. Le Titanic a été construit par la White Star Line dans le cadre de sa nouvelle flotte de paquebots. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit, et il méritait amplement son nom. Le navire mesurait 270 mètres de long, soit l'équivalent de 2 terrains de football et demi, placés bout à bout, et 53 mètres de haut, ce qui équivaut à 10 girafes debout les unes sur les autres. De la ligne de flottaison au pont, le bateau ne faisait pas moins de 18 mètres de haut, ce qui est proche de la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Le Titanic était assez grand pour abriter des cafés, un restaurant, une salle de lecture et d'écriture, des bains turcs, une salle de sport et des cours de squash. Il y avait même de la place pour une piscine. Le paquebot pouvait transporter un total de 3300 personnes, dont 2435 passagers et 900 membres d'équipage. Bien que le luxe fût important, la sécurité était primordiale. Le Titanic avait été conçu pour avoir 16 compartiments étanches sous le pont. Si la coque du navire était endommagée d'une manière ou d'une autre lors d'un accident, jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau, tandis que les 12 autres garderaient le navire à flot. Philip Franklin, vice-président de la White Star Line, a déclaré que c'était ce qui rendait le navire vraiment remarquable. Il aurait dit quelque chose comme « Il n'y a aucun risque que le Titanic coule. Ce bateau est insubmersible et les passagers ne subiront que des désagréments mineurs. » L'histoire lui a donné tort. Le navire a quitté l'Angleterre pour son premier et dernier voyage le 10 avril 1912. Et il a suffi d'un seul iceberg pour faire sombrer le mastodonte des mers. Les icebergs sont fascinants. Ils se forment lors d'un processus appelé vélage, lorsque de gros morceaux de glace d'eau douce se détachent des glaciers et flottent vers le large. Ils finissent par fondre et disparaître. Dans l'hémisphère nord, la majorité de ces icebergs proviennent du Groenland. Dans le sud, ils viennent de l'Antarctique. Ce que tu vois à la surface de l'eau n'est qu'une petite partie d'un iceberg. Ce n'est que la pointe. La plus grande partie, jusqu'à 90%, est cachée sous l'eau. Ce n'est qu'en examinant des photos de l'ensemble que tu peux vraiment apprécier l'ampleur des icebergs. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne peut pas voir qui est souvent la plus dangereuse. Sous les vagues, il peut avoir des saillies meurtrières aux endroits les plus aléatoires. Un navire peut facilement s'en approcher de trop près sans s'en rendre compte, ce qui entraîne de graves dommages au fond du bateau. Et les gros icebergs ne sont pas les seuls dont il faille se méfier. Les plus petits, qui sont plus difficiles à repérer, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Un bourguignon, par exemple, mesure moins de 2 mètres de large, avec un peu moins d'1 mètre au-dessus de l'eau. Et un fragment d'iceberg, légèrement plus grand, mesure moins de 5 mètres. Les dangers des icebergs étaient bien connus lorsque le Titanic a pris la mer. En 1901, l'Highlander voyageait dans le passage intérieur vers l'Alaska. Il est entré en collision avec un iceberg et a coulé immédiatement. Par chance, 138 des 178 personnes à bord ont réussi à s'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas d'équipement spécial pour détecter les icebergs. Le meilleur outil était les yeux. Depuis un point d'observation spécial au-dessus du navire, appelé le nid de pie, 2 membres de l'équipage devaient fixer l'océan et surveiller les dangers potentiels. Le nid de pie était situé à l'avant du navire, à 15 mètres au-dessus du pont. Il était attaché au mât. De cette hauteur, on avait une bonne vue sur l'océan. Si les membres d'équipage voyaient quelque chose de suspect, ils pouvaient faire sonner une grande cloche pour déclencher l'alarme. Ensuite, ils pouvaient appeler depuis un téléphone spécial pour prévenir le capitaine de tout danger. Mais imagine quel travail difficile cela devait être, surtout la nuit où le Titanic a coulé. Le nid de pie n'était pas une pièce chaude et douillette entourée de fenêtres. Au contraire, c'était une grande plateforme ouverte exposée aux éléments. Le 14 avril 1912, la température de l'air était d'environ 4 degrés, ce qui est proche du gel. Le navire se déplaçant à environ 23 nœuds, plus de 42 km/h, si bien que les marins ont dû sentir cet air glacial fouetter toute zone de leur peau exposée.
Le seul point positif de ce travail était que le quart ne durait que 2 heures. Frederick Fleet est le marin qui a repéré l'iceberg responsable du naufrage. Il était dans le nid de pie et travaillait avec Reginald Lee à ce moment-là. Fleet surveillait le côté bâbord du navire tandis que Lee scrutait le côté tribord. Il était 22 heures lorsque les 2 hommes ont commencé leur quart. Ils avaient déjà été prévenus de la possibilité de glace. Mais par un si grand froid et de nuit, la tâche peut sembler pénible. Pire encore, les 2 hommes n'avaient même pas de jumelles pour leur faciliter la tâche. Fleet insistera plus tard sur le fait qu'avoir des jumelles aurait certainement permis d'éviter la tragédie. Alors qu'il leur restait environ 20 minutes de quart, les marins ont remarqué l'iceberg. Fleet a sonné la cloche, 1 fois, 2 fois et une 3e fois. Il a ensuite appelé le pont pour informer l'équipage. Au début, l'appel a semblé arriver à temps. Les moteurs du navire ont fait machine arrière et l'énorme paquebot a réussi à tourner. Mais ce n'était pas suffisant pour éviter l'iceberg. Une pluie de glace s'est abattue sur le pont du navire. L'iceberg a déchiré la coque et l'eau a commencé à envahir le navire. 2 heures et 40 minutes plus tard, le Titanic avait disparu. Et voici l'indice numéro 1. L'iceberg était assez grand pour être repéré à l'œil nu dans l'obscurité de la nuit, sans jumelles. Il était aussi assez grand pour que des morceaux de glace tombent sur le pont du navire. Comme tout cela s'est déroulé bien avant les réseaux sociaux et les smartphones, personne à bord n'a pu prendre de photos ou de vidéos à ce moment-là. Donc bien sûr, nous n'avons pas d'image réelle de l'iceberg. Mais il existe des photos de ce qui était probablement le même iceberg prises plus tard ce jour-là. Le SS Prince Adalbert naviguait près de la zone le matin du 15 avril 1912. Le steward du navire n'avait pas encore entendu parler de ce qui était arrivé au Titanic. Mais lorsqu'il a aperçu un iceberg flottant à proximité, il s'est senti obligé de le photographier. Pourquoi ? Il y avait une ligne de peinture rouge le long de la base de l'iceberg indiquant qu'il était probablement entré en collision avec un navire au cours des 12 heures précédentes. Une 2e photo a été prise depuis un navire appelé le Minia, qui a été envoyé dans la zone pour chercher les débris de la collision. Le capitaine de Carteret a déclaré que parmi les débris, il avait vu qu'un seul iceberg. Il a aussi remarqué une traînée de peinture rouge sur celui-ci. D'après les photos et les récits des témoins, les journaux ont estimé que l'iceberg faisait entre 15 et 30 mètres de haut et entre 60 et 120 mètres de large. C'est l'indice numéro 2. L'iceberg qui a heurté le Titanic a probablement commencé son voyage en mer depuis la côte du Groenland, en passant par la baie de Baffin jusqu'au détroit de Davis. De là, il a dû dériver à travers la mer du Labrador et a finalement atteint l'Atlantique. Et cela en soi est assez impressionnant. Les glaciers du Groenland engendrent entre 15 000 et 30 000 icebergs chaque année. Certains sont petits, d'autres gros. Parmi eux, à peine 1% atteindront réellement l'Atlantique. Les autres fondent simplement en cours de route. Nous savons que la température de l'océan Atlantique où le naufrage a eu lieu était d'environ moins 2 degrés, soit en dessous du point de congélation. Pour les humains, cela peut provoquer des engelures ou une hypothermie. Mais cette température est en fait relativement douce pour un iceberg. La plupart ne durent que 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, fondant lentement dans l'eau plus chaude. Donc il est probable que l'iceberg du Titanic ait quitté le Groenland en 1910 ou 1911 et qu'il ait complètement fondu fin 1912 ou en 1913. Mais puisqu'il est arrivé jusqu'à l'Atlantique et a réussi à causer des dommages importants au navire, nous avons l'indice numéro 3. Nous ne connaîtrons jamais avec certitude la taille de l'iceberg de ce jour-là, mais nous savons que ce n'était certainement pas un bourguignon ou un fragment d'iceberg. Ces 2 types d'iceberg sont beaucoup trop petits. Et si la glace a effectivement été dispersée sur le pont pendant la collision, l'iceberg devait être un peu plus haut que 18 mètres. Les estimations des journaux sont probablement les plus proches que nous puissions obtenir. L'iceberg qui a coulé le Titanic était en effet redoutable, et les icebergs sont toujours une menace. Pas plus tard qu'en 2007, le bateau de croisière Explorer en a heurté un et a coulé dans la mer de Weddell, en Antarctique. Heureusement, tout le monde a survécu. La patrouille internationale des glaces a été créée en 1914 après le naufrage du Titanic. L'organisation est toujours en activité aujourd'hui, composée de ressortissants de plusieurs pays. À l'aide d'avions et de radars, la patrouille localise et suit les plus gros icebergs, mettant les informations à la disposition de tous ceux qui en ont besoin.
et empêchant ainsi d'autres tragédies océaniques. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912, 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic. La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à ses domestiques et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse.
Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en deux moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en deux en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé, et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé, mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème, quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Et il aura fallu 2 heures et 40 minutes au Titanic pour disparaître sous l'océan.